Alors, moi, je me présente, c'est Marie-Christine Bernard. Je suis animatrice à Rythme FM et à TVA. Puis, j'ai eu le plaisir d'accueillir hier pendant une belle demi-heure. Donc, j'ai déjà développé une super complicité. On va aller manger ensemble à un moment donné, les filles. Hein? Certainement. Alexandra Diaz et Geneviève Ogloman de Cuisine Futée. Une bonne main d'applaudissements, les filles. Merci, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir lors de notre première séance de dédicace ce matin. Et puis, tout de suite après, ici, on va quitter, puis on va aller retrouver ceux qui veulent bien venir nous jaser. Geneviève Ogloman, qui est nutritionniste aussi, qui est une habituée du Salon du Livre. Oui. Mais Alexandra, elle, c'est son premier Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, comment tu vis ça jusqu'à maintenant, Alexandra? Bien, je suis incroyablement touchée par la gentillesse des gens. Moi, je viens de Québec. Alors, quand je suis à Montréal, je dis, comme je viens de Québec, je peux dire que les gens du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de la région ici de Québec, on a comme cette espèce d'accueil, de chaleur que je retrouve. J'ai comme l'impression de rentrer un peu chez nous. Il y a énormément de familles, il y a énormément de gens qui sont venus nous aborder comme si on était leur amis, avec une familiarité très amicale. Puis ça nous touche énormément. On a vraiment l'impression d'arriver à la maison. Bien, en fait, c'est ça, Geneviève, parce que vous entrez dans nos cuisines. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour faire connaissance que la nourriture? Oui, et puis pour nous, c'est des moments privilégiés, super concrets. Oui, on est content de rencontrer tout le monde parce qu'on met des visages sur ceux pour qui on développe les recettes, pour qui on cuisine. Puis les questions, les témoignages, les anecdotes, tout ça, ça nous nourrit, ça nous donne des ailes, ça nous donne vraiment l'énergie pour continuer à faire ce qu'on fait. Moi, hier, je les ai reçus. Donc, pendant une demi-heure, on a eu le temps de jaser. Alexandra, ça fait quelques fois que je lui parle aussi. Et ce qui a vraiment, je dirais, ce qui m'a surpris, c'est quand vous m'avez dit hier à quel point il y avait de la recherche. Parce que des livres de cuisine, on s'entend qu'il y en a tout plein. Votre façon de faire est différente. Alors là, vous nous invitez à cuisiner de façon différente, mais il y a de la recherche, Geneviève, comme ça se peut pas, là. Bien, il y a beaucoup de livres de recettes, tu as raison, mais des livres de recettes santé, des livres de recettes santé et pas cher, des livres de recettes santé, pas cher et facile, des livres de recettes santé, pas cher, facile et gourmand et cochon et appétissant et vraiment savoureux. Il y en a encore moins. Alors, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut toujours continuer de faire depuis le jour 1 de Cuisine Futée, c'est d'avoir tous ces critères-là dans chacune de nos recettes. Alexandra, dis-moi à quel point vous vous cassez la tête, puis que toutes les deux, puis Geneviève qui retourne, puis il faut la faire plus facile, il faut la faire plus moins chère, plus nutritive. Peux-tu remplacer ça par ça? Oui. Mais moi, je sers à propulser le génie de Geneviève. Pour ceux qui regardaient l'émission, vous savez que je suis sa meilleure cliente. Et j'essaie de me mettre dans la peau des gens et de me dire qu'on reçoit énormément d'informations sur ce que doit être un plat santé, ce que ça veut dire manger pas cher, tata. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est de nous casser le bicycle pour vraiment arriver aux 4 critères que Geneviève vous a nommés. Et ça veut dire, des fois, refaire une recette une 10e, une 15e fois pour enlever quelque chose qui correspond pas aux valeurs nutritives pour que ce soit santé, pour couper un ingrédient qu'on sentait pas autant au résultat final puis qui fait augmenter le prix inutilement. Donc, moi, je me dis, je me mets à votre place, là. On a Geneviève, qui est une brillante nutritionniste, pour ne pas dire la meilleure, pas juste dans mon cœur, de rocker. On chante dessus, ou non? Mais qui fait que nous, là, comme clients là, de Geneviève, tout ce qui nous reste à faire, c'est de savourer la recette. Et on n'a pas besoin de calculer. À moins que vous ayez une condition de santé déterminée, vous devez être dans le plaisir. Et il y a 2 choses qu'on doit faire. C'est savoir quand s'arrêter, donc gérer sa quantité, être connecté avec son sentiment de satiété, puis savoir quand commencer. Parce que des fois, on commence alors qu'on n'a pas faim. Nous, là, le commun des mortels, là, qui ne sommes pas dans la tête de Geneviève, c'est seulement ça qu'on devrait faire. Manger quand on a faim, arrêter quand on n'a plus faim, savourer un bon plat. Le reste, là, on l'a tout calculé. Puis c'est ça, la recherche dont tu parles. 150 recettes, là, c'est quand même pas rien. Puis y en a-tu pour le samedi soir, là? Y en a-tu pour ce soir, par exemple? On pourrait manger quoi ce soir, Geneviève? Bien, il y en a, en fait, pour tous les moments de la vie, de la journée, de la semaine. Ce soir, un ossobuco, avec une grémolata fraîche. Ça serait une option, mais on a aussi des recettes d'apéro pour avant le repas du soir. Des desserts aussi? Des desserts Des desserts gourmands. santé, ça se peut-tu? Ça se
se peut tellement, mais ils sont tellement gourmands, appétissants, cochons, qu'on oublie qu'ils sont santé. Puis ça, pour nous, c'est la plus belle chose quand les gens nous croient pas, quand ils nous disent, ben non, ça ça peut pas être santé. Oui, c'est santé. Non seulement c'est santé, mais ça sera pas compliqué à faire. Et dans quel contexte vous faites ça, les filles? Décrivez-moi un peu, parce que c'est dans vos cuisines. Là. Ouais. Vous faites ça là, Ouais. à la maison avec les enfants qui peuvent arriver et tout ça. Là. Bien, la maison, c'est un travail, un lieu de travail qu'on a dessiné comme une maison parce que quand on a commencé, Geneviève et moi, après cette donner une poignée de main, parce que oui, on est aussi complices dans la vie, on fait pas semblant qu'on en a l'air à la télé. On s'est très vite embarqué dans cette aventure-là et très vite, on a décidé de se trouver un lieu de travail et on a décidé d'inclure notre studio de tournage, de produire, de se prendre pour Oprah Winfrey, puis de se dire on est grande, on est belle, on est fine, on est capable, on va être fatiguée, puis c'est pas grave, on va être heureuse. Et de créer un lieu où on allait pouvoir travailler avec nos équipes. Geneviève, au début, a passé la journée devant ses fourneaux, puis moi, je passais la journée devant mon ordinateur à la maison. On avait toujours notre oreillette, puis on se parlait parfois jusque très tard quand les enfants se couchaient, puis là, on reprenait le chiffre. On a décidé de travailler dans un lieu où on allait pouvoir être multiplateforme et qu'on allait pouvoir avoir aussi des zones où on pouvait accueillir nos enfants, les enfants des collègues avec qui on travaille, puis on se disait comment construire une forme d'entrepreneuriat qui peut concilier le travail, la famille. Donc moi, mes enfants, ils ne vont plus au pédago, ils viennent à Cuisine Futée les jours de pédago. Ils ont appris à garder le silence parce que, anyway, on les avait bien élevés avant, mais à être là, à être partie prenante. Donc, Geneviève, pendant la journée, elle a son équipe de cuisine parce qu'elle ne peut plus faire 300 plats et les refaire toute seule. Donc, des cuisiniers qui travaillent avec nous, des j'allais dire des diététistes. On a-tu le droit de dire diététistes, des nutritionnistes qui font des mathématiques là, toute la journée puis qui calibrent tout ça parce que pour moi, c'est des mathématiques et pas qu'une science. Et de mon côté, il y a mon équipe qui s'occupe de tout le contenant de Cuisine Futée, de la direction artistique, du développement, des réseaux sociaux, de vous répondre. Là, je vous dis allô, là, puis je mets tout le temps les réponses avec les gens pour pouvoir nourrir après la recherche de Geneviève. On sait que c'est habituellement, dans les numéros et tout ça, c'est 5 habituellement qu'on y va 5 la portion. Oui, depuis le jour 1 de Cuisine Depuis Futée, le jour, aucune c'est ça. recette dépasse 5 la portion. Mais celui-là, il est différent et vous avez relevé le défi avec des recettes à moins de 3 la portion. Là. C'est le magazine, le spécial magazine. Le magazine, oui, qui est sorti en même temps que celui-là. Je sais, on mêle tout le monde. Cuisine Futée, Parents Pressés, Famille Futée, Parents à bout, Cuisine Futée, un magazine. Non. C'est pas si compliqué, ça en a l'air, mais ce sont des livres qui suivent les saisons télé. Il y a Et des à magazines l'automne, thématiques. on a sorti un magazine thématique qui était extrêmement cher à notre cœur avec ce prix-là. très cher à notre cœur et très pas cher à réaliser comme recette. Et on remplace donc les ingrédients, c'est ça, pour arriver à 3 Oui, et dans les faits, il y a plusieurs de nos recettes depuis le jour 1 qui sont à 1 2 95 cents. Là. On a toujours ce souci-là, cette conscience-là, parce que le budget là est pas élastique, puis la vie coûte cher, puis on a beaucoup à faire avec notre salaire. Donc, on doit faire des choix intelligents. Et c'est ça, Cuisine Futée, c'est on prend soin de notre santé, on prend soin de la santé de notre planète aussi parce qu'on a des recettes anti-gaspillage, on a des recettes avec des poissons de pêche durables, on a des recettes végétariennes pour manger moins de viande. Donc, tout ça, c'est intégré. Puis, tous les aspects, là, on les fait fusionner là, comme un puzzle là, pour que ça fasse un beau portrait parfait et que les personnes puissent d'abord, avant tout, savourer et déguster. Alexandra, toi, t'es journaliste. Tu as été journaliste longtemps. Oui. Ce métier là, que tu fais avec Geneviève, il est quand même... il n'est pas si loin que ça non plus de ce que tu faisais. Là. Non, mais tu as entièrement raison. Pour moi, c'est un travail de journalisme. Geneviève et moi écrivons. Geneviève écrit toutes les recettes, les fait réviser par son équipe, finit d'assembler le puzzle avec son équipe, mais j'écris tous les textes. On n'a pas des journalistes externes qui viennent écrire nos magazines, nos émissions, nos livres. Et puis, pour moi, du temps où vous m'avez peut-être vu à Radio-Canada ou à TVA, où j'ai quand même pratiqué le métier de journaliste pendant 17 ans, je pense. Mon travail, c'était vraiment d'être la courroie de transmission entre les créateurs, parce que mon beat, c'était les arts, et le public. Avec Geneviève, c'est la même chose. C'est de pouvoir transmettre toutes ces connaissances et pouvoir les véhiculer auprès du plus grand nombre. Ça s'apprend, la cuisine. Hein? Oui, On n'est pas cuisinier. Là. Il n'est jamais trop tard pour commencer à cuisiner, mais il n'est jamais trop tôt aussi. On peut être tout petit, puis avant même de parler, on peut commencer là, à manipuler des cuillères en bois, puis des poivrons, puis de fil en aiguille,
prendre sa place dans la cuisine. Et c'est le conseil qu'on peut donner aux parents, c'est de faire une place aux enfants. La cuisine, c'est pas là, un territoire réservé aux parents. Puis plus l'enfant s'implique, plus il va s'ouvrir, plus il va développer ses goûts, développer son sens critique et son autonomie culinaire aussi. Puis on fait quoi quand les enfants veulent pas manger des légumes puis qu'ils veulent pas manger qu'est-ce qu'ils ont dans leur assiette? On les met dans une boîte avec du ruban, puis là, on dit... Mais on les implique, et ça commence à l'épicerie. On les implique dans le choix des légumes. Choisis un légume, choisis un fruit. Qu'est-ce que tu aurais envie de découvrir? Qu'est-ce que tu aurais envie d'essayer? Après, ça passe à l'action dans la cuisine. On le coupe, on le part, on l'arrange avec notre enfant. Puis si l'enfant a participé à toutes ces étapes-là, il est orgueilleux. Il ne voudra pas bouder l'aliment une fois rendu dans son assiette. Et non seulement il ne voudra pas le bouder, il va vouloir que toute la famille y goûte parce qu'il va être fier de sa création et de son travail. C'est vrai, ça. J'imagine que tes enfants aussi, et vos enfants s'impliquent. Est-ce que ça a changé la façon aussi à la maison de cuisiner aussi? Bien, pour vrai, je pense que naturellement, nous, on avait cette façon d'avoir des astuces avec les petits, de les impliquer. Donc, on vous partage nos meilleurs trucs, on le fait, puis on essaie de se bonifier parce qu'on n'est pas les seules détentrices des meilleurs trucs. Les gens nous partagent les leurs aussi, mais oui. Puis le premier exemple que Geneviève va donner d'aller à l'épicerie puis de les impliquer, là, revoyez ça dans votre tête. C'est sûr que vous faites l'épicerie cette semaine, puis là, les enfants marchent en avant ou derrière ou sont dans le panier. Ils n'ont aucune conscience de ce que vous êtes en train d'acheter. Donc, il faut le visualiser. Puis à un moment donné, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'implication avec les enfants, c'est que ça allège le fardeau de la tâche familiale. Va me chercher une belle tomate. Oui. Mais non, c'est genre chut, silence, dérange pas. On va remplir le panier. Chut, parlez-vous pas, dérangez pas, cours pas, viens ici. Alors que, pour vrai, cette première étape-là, il faut un peu s'observer comme parent puis se dire, ben voici la liste, je vais le montrer, mon enfant commence à savoir lire. Donc, toi, tu vas aller chercher les pommes, les bananes, toi, tu vas aller chercher les chips, le chocolat, les chips. Hey, ça me fait penser que vous avez le droit d'en manger puis que Geneviève, vous y mangez-en de temps en temps si ça vous tente. C'est vrai? Ben oui. Hey, moi, je vais pas interdire rien à personne. Là. Mais quand on a envie de manger des chips, que ce soit des chips, du sucre à la crème, des frites, une poutine, ce qu'on veut, il faut juste se donner le temps de savourer sans faire autre chose. Si on a le goût de manger une poutine, mais qu'on la mange devant notre ordinateur ou qu'on la mange vite en cachette ou qu'on la mange sans la savourer, en se sentant coupable, on l'a mangé pour rien. C'était vraiment... un plaisir inassouvi. Exact. Mais si on fait rien d'autre, on le savoure, là, on l'a mangé pour quelque chose, et pour notre plaisir, puis on n'aura pas envie d'en remanger le lendemain parce qu'on en a pris conscience. Hey, je profite de la présence d'une nutritionniste parce que je sais qu'il y a un nouveau guide alimentaire qui va sortir, je pense, en 2018, où on est en train de travailler là-dessus. Et on veut intégrer... je te l'annonce. Mais on veut intégrer un peu le modèle... on m'a dit déjà qu'on voulait intégrer un modèle brésilien, que c'était important de manger ensemble. Oui. Et ça, c'est tellement important. Et ce que tu me dis là, d'être devant l'ordinateur, tout ça... Mais c'est important, ça. On parle beaucoup du plaisir que procure la recette, mais il y a aussi tout le plaisir que procure le fait d'être ensemble pour manger la recette savoureuse. Et ça compte beaucoup. Et ça compte, à la limite, plus que la valeur nutritive de l'aliment. Ce qu'on retient après 10 ans, après 15 ans, c'est l'ambiance que régnait autour de la table quand on était avec notre famille. Si c'était une ambiance tendue, une ambiance de chicane, une ambiance de confrontation, on n'aura pas envie de manger en famille avec nos propres enfants plus tard. Donc, c'est super important, le moment partagé. Ça achève, les filles. Il faut absolument que... Je vais entrer un peu dans le livre. Vers la fin, Alexandra, là, dis-nous, il y a vraiment là, un index vraiment génial, là, comment c'est fait. Bien, il y a plusieurs façons de le consulter. D'abord, il y a l'index illustré au début du livre où vous pouvez voir les 150 photos en petits médaillons. Puis, on s'est aperçu que, tu sais, on est tous pareils, on mange avec les yeux. Puis là, des fois, de lire, mais de juste regarder le menu, là, on va très vite vers notre choix. Et puis, l'index de la fin, tu peux l'expliquer, Geneviève? Oui. Alors, à la fin, c'est une nouveauté du tome 3. On a reclassé, rebrassé toutes les recettes. On a fait une liste de toutes les recettes qui sont prêtes en 15 minutes ou moins. Préparation, cuisson, ensemble. Donc, et dans une cuisine normale, dans un ordre relatif. Là. Donc, un vrai de vrai 15 minutes. Okay.
préparation, cuisson inclus. Et on a aussi une liste de toutes les recettes à 5 ingrédients ou moins. Il y en a plusieurs. Et ça compte quand on manque de temps. Quand il y a 3, 4 ingrédients, c'est sûr que c'est une garantie de rapidité. Bien, merci. Vous allez être juste ici, Juste là, Directement au coin. Et puis j'en profite pour vous dire que c'est vraiment pas si compliqué manger santé et vous nous le démontrez tous les jours. Il y a 230 000 personnes qui nous suivent sur la page Facebook de Cuisine Futée, qui nous écrivent une rafale de commentaires tous les jours. Puis je pense qu'on peut tous se donner une bine sur l'épaule parce que oui, on aspire à être nous en mieux, de faire une version de nous-mêmes en mieux tous les jours de notre vie, mais vous êtes extraordinaire, Ouais, bravo, vous cuisinez bravo. ensemble, vous êtes en famille, bravo. générations mélangées. Oui, merci beaucoup. Merci Marie-Christine, c'est toujours un plaisir de te Je rencontrer. vais aller manger avec vous autres la prochaine fois, OK? Avec plaisir, avec plaisir. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bon salon. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Alors, je vous demande, comment allez-vous? Un petit peu fatigué avec un décalage horaire, mais c'est tout. OK. Ça va. On a 48 heures seulement on arrive de Paris, alors on est un petit peu... OK, vous arrivez de Paris, là. On est un petit peu fatigué, mais ça va, on va y arriver. Et là, votre livre, L'autisme expliqué aux non-autistes, là, ça fait boule de neige, là. Vraiment, est-ce que vous vous attendiez à ça, Madame Brigitte? Non. Je pensais que les gens avaient une image de l'autisme, mais finalement, on a réalisé que non. On s'attendait à répondre à un besoin, oui. On avait évalué quand même qu'il y avait... Nous, ça fait 15 ans qu'on circule, 10 ans, entre 10, 15 ans. Ça fait que, toi plus, ça fait qu'on savait un peu les besoins, Oui. mais pas à ce point-là. C'était attendu parce qu'il y en a plusieurs qui se posent tellement des questions. Et moi, je suis tombée dans votre livre, j'ai noté, j'ai renoté. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pense. Il y a des mythes, puis oui. Il est plié partout. Il est plié. Bien, écoute, j'étais fascinée par ça. Alors, il y a des mythes, il y a des croyances populaires, il y a tout plein de choses, Madame Lise, qu'on pense, puis que c'est pas vrai. Effectivement, il y a beaucoup de mythes. Ce qu'on a voulu faire avec l'écriture de ce livre-là, c'est d'aller remonter dans l'histoire, aller voir un petit peu ce que les gens pouvaient penser de ce que c'était avec la connaissance de l'époque. Puis en 2017, c'est plus ça. Alors, on a voulu mettre à jour toute cette information-là. Bon, ça touche beaucoup de monde. Hein. Il y a des familles peut-être qui en connaissent, hein, des gens qui sont touchés par ce qu'on appelle maintenant le spectre de l'autisme. Hein. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mais il faut remonter dans le temps parce que vous faites un bref historique. 1911, la première fois qu'on entend parler, Lise Saint-Charles, du mot autisme. Ça vient d'où, ça, autisme? Oui, c'est M. Eugène Bleuler qui avait initié ce terme-là dans ces années-là, en 1910. Et pour lui, qui commençait à utiliser ce terme-là d'autisme comme tel. Et à partir de ça, après ça, est arrivé les années qui ont suivi. Donc, M. Caner, qui avait 11 personnes, autisme, 11 cas, qui a commencé à écrire un petit peu plus là-dessus. Et l'histoire a monté depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est tous différents, mais il y a quand même des liens communs. Ouais. Madame Brigitte, Il y a un tronc commun. il y a un tronc commun Ouais. qui est similaire, je dirais même identique aux personnes qui sont autistes. Oui. La seule différence, c'est l'ascenseur ne s'est pas arrêté à la même hauteur. OK. Donc, t'en as qui ont une structure plus franche que d'autres. T'en as qui ont une structure moins franche. Les gens disent il y en a des plus atteints puis des moins atteints. C'est comme ça qu'ils appellent ça pour l'instant. Oui. Ça ne durera pas, Et mais quels pour l'instant, sont c'est ces bien. trois? Parce que si j'ai bien lu, si j'ai bien appris ma leçon dans votre livre, c'est trois, je dirais, caractéristiques qui sont... Il n'y a que pas l'on d'initiative. Habituellement, le cerveau ne présente pas d'initiative. D'initiative. Il ne présente pas de synchronisation. Il n'y a pas d'abstraction. Et il y a un délai dans l'accès à soi. Alors que dans les mythes, les gens croyaient qu'on n'avait pas accès à nous. On a accès, mais en différé. Ça fait que, tu sais, ça ralentit toute la chaîne. Votre rôle, Madame Brigitte, permettez-moi de vous appeler Madame Brigitte, Oh, oui. Madame Harrison, dans le livre, c'est que vraiment, là, vous parlez de vous. Oui. C'est ça qui Je est... suis l'autiste de service. C'est ça. Alors,
vous êtes bien en mesure de l'exprimer parce que Ouais. vous... Je suis Vous autiste. sentez, c'est ça. Oui, je suis autiste. Je suis pas Asperger, je suis autiste. Donc, je suis dans la catégorie des structures très franches. Et on a essayé d'avoir la parole d'autistes, de parents et de professionnels pour une fois. Parce que souvent, les autistes, on est oubliés et c'est ce qui manque. C'est le chaînon manquant pour comprendre la situation puis arriver à ce que ça se passe mieux. Parce que malheureusement, il n'y a pas assez d'autistes qui parlent. Bien, c'est comme ça qu'on comprend, je pense, Madame Lise, parce que en lisant ce que Brigitte nous dit, bien, on comprend. Alors vous, à un moment donné, vous parlez, parce qu'on entend souvent dire que les personnes autistes n'aiment pas se faire toucher. Ouais. Alors vous l'expliquez pourquoi, par exemple, Parce que que- vous aimez pas vous faire toucher, que vous portez des vêtements un peu plus longs, là. Ça n'a rien à voir avec les gens qui nous touchent. Ça n'a rien d'affectif. Ça n'a pas de rapport. C'est qu'il faut voir... Tout est visuel. Le cerveau est détourné en visuel. Alors, il faut voir passer le mouvement du toucher pour être capable d'aller le porter rapidement en traitement cerveau. d'information. Sinon, ça prend un temps épouvantable. Et tu n'arrives même pas à aller finir le traitement comme tel. Ça fait que moi, je reste coincée avec l'empreinte de la personne pendant des heures parce que j'ai pas vu le mouvement passer par les yeux. Tout passe par les yeux. Incroyable. C'est beaucoup plus que ce à quoi tout le monde s'attendait là, au niveau visuel. Donc, Quand ça on n'a avait rien à commencé. voir. C'est bien. C'est ça. C'est une première fois qu'on peut vraiment mettre des mots comme ça, là, Lise. Je vous dirais que ce qu'on a écrit à l'intérieur de ça, avec ce que Brigitte nous a apporté avec la description du fonctionnement interne qu'on appelle, on est certaine d'avoir une réponse en autisme. Ça fait plus de 75 ans que les gens attendent. Il y a eu toutes sortes d'hypothèses, toutes sortes d'interprétations. Les gens ont regardé beaucoup l'autisme par l'extérieur, mais sans comprendre ce que c'était. Oui. Et avec ce que Brigitte, ce qu'elle nous a apporté dans la fin des années 90, dans la description du fonctionnement interne, enfin, on a un sens, on a une réponse à tout ça. Comment ça se passe pour vous, un salon du livre, Brigitte? Suis-je obligée de répondre? Oui. Avant que l'aventure commence, on l'avait vu venir. Ça fait que le premier salon que j'ai fait, c'est à Québec. Et j'avais été préparée en conséquence parce que c'est énormément d'énergie. Fait que j'ai moins de misère ici. Il est beau, votre salon, en passant. C'est le fun. Il y a plein de monde. Je suis contente pour vous autres. Mais moi, je suis arrivée ce matin, je repars tantôt parce que Est-ce qu'il y a du je vais être bruit? épuisée. Là. Mais ça va mieux que je croyais en plein décalage horaire. Là. Oui. Mais je m'habitue de plus en plus. Fait que ça va. Et moi, je tiens à vous dire merci parce que c'est pas facile non plus de faire cette démarche-là, Lise, là. Pour faire comprendre l'autisme, je vous dirais, on est d'âge, on fait des blagues des fois, puis on dit on est d'âge de la retraite toutes les deux, on pourrait se retirer. Mais compte tenu qu'on a une réponse en autisme, on s'est dit on n'a pas le droit d'arrêter puis de se retirer. Ça fait qu'on est comme encore de l'avant, puis on va comme... C'est exigeant, mais ça vaut le coup. Oui. Oui. On parlait tout à l'heure, j'avais 2 invités avant vous, une nutritionniste, et puis on parlait de cuisine et tout ça. Ça aussi, on entend souvent parler que les personnes autistes vont diviser l'assiette, mangeront pas. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille que les aliments verts, tout ce qui avait une couleur verte, c'était impossible de pouvoir toucher à ça. Alors, comment on explique ça? C'est le même problème. Tout dépend du tronc de l'autisme. Le problème est conceptuel. Il n'est pas sensoriel. Ça fait que le problème d'alimentation, c'est le même système qui est en cause. Moi, il m'appelait le compartiment chez nous. C'est pour moi qu'ils ont inventé les assiettes à fondu. C'est parce qu'il ne fallait pas que ça se touche. Parce que si ça se touchait, moi, l'image de référence que j'avais de la nourriture n'était pas traitée à l'intérieur. Fait que j'arrivais pas à traiter. J'étais prise avec un système à l'intérieur pour traiter de l'information pendant que je devrais être en train de savourer. Là. Fait que, et c'est comme ça. Votre personne n'a pas d'image verte de la nourriture. Les liens n'ont pas été faits. C'est tout. Donc, pour lui, c'est pas possible. Oui, mais ça se besoin règle. d'aide. Ça se règle. Ça serait... Oui, Ben, ça se règle, certain. oui. Oui, il y a plein de choses qui se règlent maintenant. Vous avez tout compris ça, là. Ouais. C'est de longue haleine, là, j'imagine, là.
Moi, ça a pris... j'avais 32 ans quand j'ai su que j'étais autiste, après beaucoup de difficultés. Et Ça a été tard, j'en ai hein? 56 aujourd'hui, et Oui. c'est depuis ce temps-là que je suis là-dessus. Ça fait que j'ai commencé par aller chercher des services pour moi. J'ai fait la démarche, une démarche après une dizaine d'années, ça a coûté une fortune. Et après ça, on a commencé... Moi, on m'a demandé de sortir pour expliquer, parce que j'avais je suis comme privilégiée. J'avais la capacité d'avoir des mots pour le dire un peu plus, comme dirait Marie Cardinal, et l'espèce de clarté que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas. À l'époque, elle est arrivée pour mettre de l'ordre là-dedans. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a fait une traînée de poudre, là. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas toujours évident d'expliquer, de Non. mettre des mots comme Brigitte le fait, Lise. Là. Non. Tu poses plein de questions, hein? Oui, le fait d'être à ses côtés et d'être, je vous dirais, j'étais dans le secteur une trentaine d'années avant de la connaître. Alors, ce qui a fait que, veux pas, pourtant, j'avais connu tout ce qui existait avant depuis Oui, bien parce des qu'il faut le années. dire que Lise, là, c'est une spécialiste vraiment Ah ouais. là, du Il y en a trouble. plus des comme ça. Non, il n'y en a Non. pas. Ils sont à la retraite, ceux qui sont de mon âge. C'est ça, vous avez travaillé toute votre vie Ouais, là-dedans. ouais, là. Vous c'est êtes ça. Vraiment une spécialiste dans ce Ouais, domaine-là. ouais. Elle Et à a chaque connu fois- tous les programmes originaux de base en autisme, les Carole Gray, elle a À tout chaque connu fois, ça. j'avais l'impression d'avoir une réponse, mais je me disais, non, finalement, ça fonctionne pas. Et quand j'ai croisé Brigitte, c'est là que ça a été enfin des vraies réponses, puis on a des vrais résultats, puis qui fonctionnent partout où on passe sur la planète. Puis quand je disais que ça faisait boule de neige, là, la sortie de ce livre-là, là, vous allez être appelé partout dans le monde, j'imagine. Là. Ben, on y allait déjà un peu, mais là, c'est rendu fou. Oui, là, c'est rendu fou. L'objectif, c'était d'aider le plus d'autistes possible. Ça risque de marcher. Oui, hein? Mais De faire effectivement, connaître, ça... Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous dire merci? Oui. Oui. Merci d'expliquer. Oui, il y en a plusieurs, effectivement. Oui, les gens, c'est comme ça semble très simple pour les gens pour le lire, pour le comprendre. Il semble accessible, dans le fond, dans le vocabulaire, dans ce livre-là, et les gens, c'est ce qu'ils veulent. Parce que on fait des erreurs dans notre comportement sans savoir. Ouais, c'est ça, c'est- là. c'est- C'est qu'on ne c'est le pas sait pas. volontaire, J'écoutais, je lisais Kim, entre autres, là, qui accueillait son fils de l'école en l'entourant, Ouais. puis en le serrant, puis que lui, il voulait rien savoir, il voulait juste être sur le divan tout seul. Elle a fini par comprendre. Et là, l'attitude, et là, son fils vient vers elle. Et voilà. Ouais. Et voilà. On voit le développement arriver à ce moment-là. Quand on permet à la personne autiste de pouvoir se développer puis de respecter, dans le fond, sa structure à elle, on voit des beaux résultats comme Valmont. Oui, parce que il y a certaines caractéristiques qui peuvent être difficiles, mais il y a des personnes autistes, Madame Brigitte, qui ont des talents immenses dans plein de domaines. Là. Ouais. Ça peut, c'est extraordinaire. Là. Ben, c'est une autre forme d'intelligence qui est... je pense à Daniel Tammet, je pense à... Tu sais, comment il s'appelle? Stephen... Il y en a un qui dessine les villes, il les survole puis il les dessine. Le cerveau, ça donne une idée de ce que le cerveau peut faire. Mon cousin est actuaire, moi. On s'entend Ouais. qu'actuaire, ça prend quand même des bonnes études, hein? Oui, Oui. Hein? oui, oui. Il doit être excellent. Quand ils ont fait les travaux dans l'équipe du docteur Motron, Michel Dawson, qui est autiste, a lu plus de 4000 études. Puis c'est elle qui, tu sais, était capable de relier. C'est pratique, un cerveau d'autiste. Oui. Tout le monde devrait en avoir un dans sa sacoche. J'aime bien ça, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je sais que vous l'expliquez un peu, là, mais il s'est passé quoi, par exemple, pour que, justement, là, il n'y ait pas les mêmes connexions, là? On ne sait Lise? pas encore. Ça, on le sait pas. encore. Non, on ne sait pas encore. La recherche est... il y a beaucoup de neurosciences maintenant, le secteur des neurosciences qui est arrivé, qui va donner un coup de main pour faire avancer. Mais pour l'instant, les causes de l'autisme, on ne les sait pas. Il y a plein d'hypothèses, mais ce n'est pas encore arrêté. Puis est-ce qu'on le sait si c'est plus fréquent ou moins fréquent qu'avant? Il me semble qu'on entend dire... On entend... Oui, mais c'est parce qu'avec les réseaux sociaux, les médias, etc., on est à 1 de la population, puis je pense que c'est comme assez Le réaliste. diagnostic là. est plus clair et c'est Ouais. plus connu. Et plus tôt, peut-être, vous dites 32 ans, Ouais, c'est quand puis, même... c'était notre génération. On a de la- Puis on a maintenant 3 générations Ouais. d'autistes. Hein? Tu as les parents, tu as les enfants, les parents et les grands-parents Ouais. maintenant, qui sont repérés.
C'est vrai, ça? Ben, c'est des, Oui, ça fait que l'autisme est beaucoup plus étendu. Autrefois, les gens parlaient d'enfants autistes, mais ça s'arrêtait là. Un adulte autiste, les gens ne faisaient pas de référence avec ça. Et maintenant, c'est oui, les parents et on a une génération de grands-parents qui arrivent, là. Ça fait que c'est pour ça qu'on a l'impression d'en avoir plus, mais c'est juste que les gens n'étaient pas répertoriés avant. quand on était à haut niveau, le premier diagnostic qu'on avait, c'était bizarre. Bizarre. C'est tout. On vous a dit savait bizarre. pas. Ouais. Et vous avez fait votre école, vous êtes allé à l'école et personne ne savait, là. Non, j'ai eu beaucoup d'aide. Personne ne savait, moi non plus. Ça fait que je me suis débrouillée, mais je me suis épuisée. Oui, oui. Et finalement, c'était comme correct. Je comprends pas que j'ai pas été interceptée. J'ai jamais compris que personne m'a interceptée. Mais bon, ça donne une idée de la nature des gens, c'est tout. Oui. Mesdames, merci beaucoup. Je sais que la journée pour vous, là, c'est une grosse journée. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et aussi d'avoir expliqué comme ça, parce que moi, là, je suis fascinée. J'ai plongé dans le livre. Lisez-le. C'est vraiment extraordinaire. C'est vulgarisé, c'est bien expliqué. Les commentaires de Brigitte Harrison sont vraiment extraordinaires. Merci beaucoup Merci à d'avoir vous. pris le temps. Bon salon. Et bravo. Merci beaucoup d'avoir été aussi attentif. Merci. On va continuer avec Jean-Marc Léger. Vous connaissez peut-être Bonjour. son visage et ses propos. On va les connaître davantage. Il a publié cette année le Code Québec, les 7 différences qui font de nous un peuple unique au monde. En collaboration, faut-il le dire, avec Jacques Nantel, professeur émérite de marketing au HEC, et Pierre Duhamel, qui est directeur général de la Fondation de l'entrepreneurship. C'est un peu une actualisation, si je puis dire, il saura me corriger, d'un livre qui avait fait grand bruit ici au Québec, de Jacques Bouchard, Les 36 cordes sensibles des Québécois, d'après leurs 6 racines vitales. Monsieur Léger est économiste, mais aussi sondeur, et donc il a utilisé une multitude de sondages faits ici au Québec et au Canada, de même que des rencontres pour peaufiner ce texte-là. Et on y reviendra tout à l'heure, mais on ne peut pas empêcher un sondeur de sonder. Alors, allez-y, Monsieur Léger, faites votre sondage. Vous savez, inviter un sondeur, c'est dangereux. Je connais tout de vous. Ah, ça commence bien, un peu de prétention. Je sais, par exemple, vous savez que 20 des Québécois se trouvent racistes. Oups! 1 sur 5. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 10 Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Je sais que 27 des gens sont stressés tels qu'ils devraient consulter un spécialiste. Ah, surtout chez les jeunes. 1 sur 4 chez les jeunes. Je sais même, vous voyez, par exemple, que 20 ont trompé leur conjoint. 1 sur 5. Levez la main. Si je prends les 5 qui sont ici, là, il y en a 1 sur 5. Là. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'informations sur le Québec d'aujourd'hui. Beaucoup de choses qu'on révèle dans le livre. Dans le livre, dans le fond, c'est on dit tout haut ce que les Québécois pensent tout bas. C'est ça un peu l'esprit de ce livre-là. Tout ce qu'on a ramassé en 30 ans comme information, on a essayé de décrire la différence québécoise en 7 traits de caractère. Et donc, j'ai une première question à vous poser. Et la personne qui est le plus proche va gagner le livre. OK? Voici la question. Combien de Québécois nous disent qu'ils sont heureux dans la vie, en pourcentage? Combien de Québécois sont heureux dans la vie? Attendez. J'ai un 60, 75. Combien? 50, 90, 30. Oh, 80, madame. 80 Bravo. Bravo. Soyez honnête, ne répondez qu'une fois. J'ai une autre question. Hein, pour ceux que ça intéresse, une autre question. Parce que c'est tous des traits de caractère. Parce que, vous savez, le bonheur québécois, on est un des peuples les plus heureux au monde. Puis dans le livre, j'ai le chapitre sur la joie de vivre québécoise. Pourquoi on est plus heureux? T'sais? Essentiellement, là, c'est parce qu'on est un des peuples les plus égalitaires. Il y a moins d'écart entre les riches et les pauvres au Québec. Bon, il y a moins de riches aussi, mais aussi moins de pauvres que le reste du Canada ou qu'en Amérique. On est un peu comme le Danemark, la Suède, vous savez, où c'est très égalitaire. Et aussi, dans le livre, ce qu'on mesure, c'est qu'au Québec, on vit l'instant présent. Quand on demande aux Québécois, est-ce que c'est plus important de vivre l'instant présent ou préparer l'avenir? Les francophones, c'est l'instant présent, et les anglophones, c'est de préparer l'avenir. Nous, on a du fun ici et maintenant. Ouais, c'est tout ça autour du bonheur qu'on essaie d'expliquer dans le livre. J'ai une autre question. Combien, vous pensez, de Québécois ont menti aujourd'hui? Ah! Vous voyez ce côté-là, hein? 90? Non, quand même. 45? 50? Attendez, j'arrive de ce côté-là.
32 Je vais vous la donner, madame. 32 Voilà. Félicitations, madame. Troisième question, après on va revenir à l'entrevue, puis j'en ferai tantôt. Un des traits de caractère les plus importants qu'on mesure, c'est les milléniaux. Vous savez, c'est quoi des milléniaux? C'est des gens qui ont entre 18 et 35 ans aujourd'hui. Mais il y a une question qu'on leur a posée, c'est est-ce que vous aimeriez lancer votre entreprise? Chez les gens plus âgés, c'était 7 il y a 10 ans. Ça l'a grimpé, bien sûr. Et chez les milléniaux, c'est combien? Fait que là, je vais repartir de ce côté-là. Levez la main. Levez la main, oui, c'est ça. Combien? 37 ici? 82? 49? 49? 60? 30? 40? 62? 85? 54? Hop, trop loin. 70? 80? Ah, c'est beaucoup, 83, qui veulent lancer leur entreprise, là. Vous êtes haut, là. 25? Oh, c'est 42 direct. Wow! Je pensais que tu l'aurais à 40, là, parce que c'est 42. Ben, tout ça pour dire, là, dans mon métier à moi, c'est que j'ai beaucoup d'informations. Vous savez, vous voyez un peu à la télévision, beaucoup d'informations, mais c'est donner de la vie à cette information-là. C'est quoi? Fait que dans le livre, ce qu'on essaie de décortiquer, c'est les 7 traits identitaires qui font que le Québec est différent des autres. Hein? Et c'est ça un peu l'esprit du livre. Puis j'ai une dernière question, si vous me permettez. Dernière question. Moi, je suis là juste de manière décorative. C'est le sondeur. On a demandé aux Québécois, vous sentez-vous plus proche de la culture française, plus proche de la culture canadienne-anglaise ou plus proche de la culture américaine? OK? Desquels des trois duquel on est le plus proche? Il y a une pogne là-dedans. Là. Levez la main, français. Française. OK. Ceux qui disent américaine. OK. Ceux qui disent anglaise. Oh! La réalité, là, je vais le donner à madame. OK? Mais la réalité, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Ah, c'est pour ça que je dis qu'il y avait une petite pogne là-dedans. Là. Pour un cadeau, madame. J'en aurai un autre à la fin de l'entrevue. Daniel? Merci, merci. Comme je l'ai dit, on n'arrête pas un sondeur de sonder. Alors, on a beaucoup parlé des traits identitaires. Je vous les nomme rapidement et on va se concentrer sur un. Alors, nous sommes heureux. Le bonheur est dans le pré. Nous sommes consensuels. Pas de chicane dans la cabane. Nous sommes détachés. Nous visons le confort et l'indifférence. Nous sommes victimes. C'est toujours la faute des autres. Nous sommes fiers. Comme me dit Jean-Marc, l'argent n'est plus un péché. Nous sommes créatifs et nous aimons voir que notre créativité s'exporte. Et surtout, ne reculant devant rien, sachant qu'il venait à la région. Dans la région, M. Léger me dit on va se pencher sur une des traits caractéristiques qui est le fait que nous sommes villageois. Ça veut dire que nous avons l'esprit de clocher. Allez, défendez-vous. Changer de micro. L'esprit de clocher. Vous savez, au Québec, là, il n'y a pas un Québec. Il y a 7 Québec différents. Okay? Il y a Montréal dans l'Est, plutôt francophone. Il y a le Montréal-Ouest, qui est plutôt anglophone, mais qui est beaucoup affairiste. C'est la business d'abord. Il y a Québec, qui est la République en soi, qui est une... Nous, on dit que Québec, c'est une île. C'est pas Montréal qui est une île, c'est le Québec. C'est unique, la région de Québec, la République de Québec. Vous avez tout ce qui est le 4-5-0 autour de Montréal. On les appelle les navetteurs. Ils sont toujours en auto. En auto pour aller travailler. Ils sont dans le trafic. Vous pensez que vous avez du trafic ici au Saguenay, là? Là-bas, c'est du vrai trafic, là. Ils sont pour aller au travail, pour aller reconduire les enfants au soccer, pour se promener partout, là. C'est les plus frustrés du Québec, c'est le 4-5-0. Ça vote la CAQ, ça. C'est les anti-tout, ça, ce gang-là. Vous avez tout ce qu'on appelle les frontaliers. Ceux qui sont proches des frontières. La Beauce, l'Estrie, le Sud, là, qui sont, eux autres, les plus entrepreneurs du Québec. Et vous avez les régions, dont le Lac-Saint-Jean. Ici, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 2 facteurs fondamentaux. Vous êtes les plus créatifs et les plus fiers. Une région qui sont fiers. Ça, vous le savez, là, une région qui est fière d'être. Allez, on s'applaudit. Ah, bravo. Et ça, c'est inventé ça. Mais il y a le côté négatif. Attention, là, mon livre, là, c'est pas juste des bons côtés, là. Hein? Vous avez des traits de caractère positifs, négatifs. Le négatif, ici, c'est que vous êtes les plus stressés par l'argent. L'argent vous stresse, le manque d'argent et la peur de l'échec. Fait que d'un côté, vous voulez créer, puis de l'autre côté, vous êtes retenu parce que les gens ont peur que ça ne fonctionne pas. Hein? Fait que ça, c'est dans les critères des régions à travers le Québec. Mais il y a un élément majeur du villageois, c'est que le villageois, là, ce qu'il veut, lui, c'est être capable de plaire à tout le monde. Il est dans son village. Quand tu es à Victoriaville, tu n'es pas à Drummondville.
Il y a une guerre. Quand tu es à Montréal, tu n'es pas à Laval. Quand tu es au Saguenay, tu n'es pas au Lac-Saint-Jean. Hein? On les connaît, ces rivalités-là. Hein? Et j'ajouterais, M. Léger, qu'un recteur de l'université avait déjà dit que la distance entre Jonquière et Chicoutimi n'était pas tellement grande, mais entre Chicoutimi et Jonquière, elle était immense. C'est bon, c'est très bon. Je la connaissais pas, celle-là. C'est très, très bon. Hein? Mais quand j'ai posé la question aux Québécois ces régions, il y a un Québécois qui m'a répondu quelque chose de savoureux. Parce qu'un des éléments fondamentaux, c'est qu'on a peur de prendre position. Moi, je dis souvent en politique, vous savez, s'il y avait le parti du peut-être. Vous savez qu'il est entre les deux, là, il gagnerait toutes les élections. Là, hein? Au référendum de 95, c'était oui, peut-être ou non. Nous, on est peut-être. On est toujours peut-être. Il y a un répondant au sondage qui m'a dit cette phrase-ci savoureuse, c'est très, très québécois. Je ne suis plus certain si je suis encore indécis. C'est un double indécis, ça. T'sais? Mais ça, c'est très québécois. Puis quand on est villageois, c'est que d'un côté, on est très accueillant, mais d'un autre côté, il vient pas du village. On est toujours un peu sur la clôture, là, entre les deux. Il y a aussi un autre élément. Vous dites que aussi les villageois se sentent isolés et rejetés par Québec et Montréal. Pleurons un peu, là. Oui, exactement. Ben, c'est parce que Montréal ne pense qu'à Montréal. Et moi, je suis un Montréalais, je le sais. Le reste du Québec, ça n'existe pas. Montréal, c'est Toronto qui existe. Hein? Puis Toronto se fout de Montréal. Lui, c'est New York qui existe. C'est toujours la ville de l'extérieur. Québec, c'est la même chose. Québec se fout des régions. Elle se préoccupe par Montréal. Fait que tu es toujours pris par cette dynamique-là. Fait qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui sont anti-Québec puis anti-Montréal, justement parce qu'on ne s'occupe pas des différentes régions. Hein? On a, dans le livre, là, on a trouvé toutes sortes de paradoxes. Au Québec, on est les plus heureux, mais on a le taux de suicide le plus élevé. Au Québec, on est les plus écologistes qui polluent le plus. Au Québec, on est les plus croyants, mais les moins pratiquants du Canada. Hein? On a plein de paradoxes comme ça où on est essentiellement des grands parleurs, des petits faiseurs. Vous savez, entre l'intention et l'action, nous, on aime l'exprimer fort, mais la réalisation, c'est autre chose. Ça dit que mon portrait, là, il est pas toujours rose. Là, hein? Oui, il y a des facteurs où on est meilleur que les autres, la créativité, la fierté, le bonheur, mais il y a des endroits où c'est différent. Rassurez-nous en 30 secondes. Ouais. On a besoin d'être rassurés. Vous dites quand même que les régions sont essentielles à la survie du Québec. Oui, essentiellement parce que la force du Québec, la différence du Québec, c'est dans les régions. Montréal, par exemple, c'est une ville qui est de plus en plus cosmopolite, puis il y a moins en moins de différences. Elle se fond dans les 310 millions d'anglophones qui nous entourent. Le Québec, c'est 7 millions de francophones, là. Il y a 8 millions de Québécois, 7 millions de francophones, là. Et autour de nous, il y a 310 millions d'anglophones. Et Montréal s'anglicise de plus en plus. Les régions, c'est là où la différence est. C'est là que la différence est la plus importante. Quand on mesure dans le livre, sur chacun des facteurs, tout est plus fort en région. T'sais, les racines, l'identité québécoise est plus forte dans les régions. Puis c'est ça qui fait notre survie. C'est le poumon du Québec, le reste du Québec. Je vous rappelle que le livre s'appelle Le Code Québec. Il est extrêmement intéressant. Vous n'aurez jamais assez d'amis pour en discuter autour des tables. Alors, faites-vous vite des amis. Allez acheter le livre aussi. Alors, je remercie M. Léger qui a un autre livre à faire tirer. Un dernier livre. Vous savez, ce qu'on a essayé de faire dans le livre... Ben, une dernière question que je vais vous poser. Là, je prends le micro sans fil. Non, je vais le prendre celui-là. Une dernière petite question facile. Vous êtes prêts? Une question au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay? Une question de votre région. Combien d'entre vous connaissez votre voisin? Ah! En pourcentage. Vas-y. Non. 50, vous êtes à 50 ici? 70? 12? Connaissez votre voisin, c'est un peu plus quand même. 90, c'est un trop fort, ça. OK, attends, on va aller de l'autre côté. 82, vous êtes trop fort. 65? 62? OK, c'est ce qu'on va dire à 62, c'est 58 la réponse. Fait que je vous remercie beaucoup de votre attention. On avait juste quelques minutes, là. Mais je vais faire une chose. Le livre, ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer les Québécois tout nus devant leur miroir. C'est pas toujours beau, mais c'est nous autres. Merci. Puis si vous aimez pas ça, achetez pas de miroir. Mais achetez le livre! Je me présente, Amélie Boivin-Enfield. Je suis animatrice d'une émission littéraire à la radio qui s'appelle Samedi de lire, qui est diffusée dans 30 stations de radio à travers le Canada, dont ici à Jonquière, sur les ondes de CKJ, chaque mardi matin. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de faire une entrevue avec la récipiendaire du prix Récit qui a été remis jeudi soir, Mme Louise Reed. Bonjour, vous allez bien? Bonjour.
Et j'ai envie de vous présenter, vous venez tout juste de publier Le jour où j'ai tué l'anxiété. Vous êtes coach de vie spécialisé dans les troubles reliés au stress et à l'anxiété. Vous avez un bac en psychologie et vous possédez plusieurs années de pratique privée. Et là, vous nous présentez un récit autobiographique qui est un peu votre histoire à vous, en fait. Oui, c'est ça. Et ça commence avec un cauchemar récurrent que vous faites vraiment très, très régulièrement. Et finalement, vous avez peur de tout. Vous anticipez tout ce qui pourrait se passer. Comment? Je pourrais peut-être lire vous voulez... page qui explique. On vous écoute. La première page. Madame Reed va nous lire un finalement. extrait qui est la première page du récit, en fait. On vous écoute. Puis on pourrait expliquer après c'est quoi l'historique de tout ça. Donc, le début du livre, c'est « Poursuivi par un tueur silencieux, je cours dans une ruelle, mon cœur battant à tout rompre, mes tympans résonnant de ses pas, la panique plein la tête. Je suis seule avec lui et je sais que personne ne peut me venir en aide. J'essaie de fuir, de lui échapper, de trouver un endroit où me terrer, mais je ne parviens pas à le distancer. Je me réveille en sueur, une fois encore. 10 ou 15 fois par année, le cauchemar revient me hanter. Je ne sais pas qui est l'assassin, je ne vois ni son visage ni son corps, mais je sais qu'il est là, que je suis en danger et que si je ne parviens pas à fuir, je mourrai. Soir après soir, je crains de plonger dans le sommeil et je reste éveillée aussi longtemps que possible, souvent jusqu'à l'aube. Le cauchemar est à l'image de ma vie de tous les jours. J'ai peur de tout et j'anticipe toujours le pire. La panique fait s'affoler mon cœur, m'étourdit, m'engourdit, me fait trembler et perdre pied. J'évite les espaces publics, je suis enfermée dans l'agoraphobie et je coule dans le désespoir de la dépression. Dans ma vie quotidienne, le tueur invisible de mes nuits s'est installé en permanence et je vis sous la menace constante de la mort. J'ai cessé de le fuir, j'attends qu'il se montre, je n'en peux plus de courir et de me terrer. Je suis épuisée de ne pas dormir, de survoler ma vie, d'avoir peur de tout. Je n'en peux simplement plus de vivre. Je vais simplifier la tâche de cet assassin sans visage en mettant moi-même fin à mes jours. Le cauchemar sera terminé. Et oui, vous allez vous rendre jusqu'à la tentative de suicide après avoir vécu cette grave dépression. Oui, ça a fait partie de la dépression. Et ça a été une tentative de suicide sauvée in extremis, avec hospitalisation, mais ils ont essayé de me sortir de là, mais c'était non. Même avec tous les antidépresseurs qui ont essayé, il n'y a rien qui fonctionnait. Ils sont allés même jusqu'avec les électrochocs pour tenter de vous aider. C'est ça. Alors là, ils ont dit, gars, on va vous aider avec ça, vraiment, là, des électrochocs, ça va vous aider. Moi, j'étais tellement dans le fond du trou que n'importe quoi, j'étais prête à tout accepter. Alors là, j'ai eu une belle série d'électrochocs et à un moment donné, on vient tellement mélanger avec ça qu'ils m'ont dit « Vous êtes guéri ». J'ai dit « Parfait ». Et là, on m'a renvoyé à la maison sans vraiment que le goût de vivre soit là. Mais j'étais très zombie avec les électrochocs et à un moment donné, je commençais à en sortir. Ça, c'était en 90, en juillet. Et le 24 décembre 90... Votre infarctus? J'ai fait un infarctus qu'on a appelé majeur, qui laissait 5 de chance de survie. Donc, avec un cœur qui était un quart détruit. Et là, ça a été le départ, et c'est le départ du livre. Ça a été, est-ce que je veux vivre? Ou est-ce que ça fait assez longtemps que je veux mourir, ou est-ce que je m'en vais dans la mort, je me laisse aller, et j'ai même pas besoin de prendre de pilule ni rien, parce que le cœur était tellement faible, j'aurais eu juste à aller courir un peu dans la rue et c'était terminé. Et là, ça a été difficile de trouver la motivation. Cependant, j'avais toujours quelque chose... Tu sais, quand on fait une dépression majeure, habituellement, ça traîne depuis très longtemps. Alors, elle traînait depuis très longtemps et j'avais l'impression qu'il y a tout le temps quelque chose de négatif qui me tirait vers le fond tout le temps. Alors, moi, je l'ai comme appelé ça le tueur intérieur. Et j'ai décidé peut-être que si au moins j'avais une chance d'identifier ce tueur-là, parce que je n'étais pas seule à faire de la dépression puis de l'anxiété. L'anxiété, c'est très répandu. Puis je me suis dit,
je vais essayer de le trouver. Peut-être que si j'essayais de le trouver, et tout à l'heure, tu disais que j'avais fait un bac en psychologie, je suis retournée à 40 ans à l'université pour faire un bac en psychologie et tranquillement identifier les points majeurs qui me permettraient peut-être d'identifier ce tueur-là. Et finalement, je l'ai fait. Ça a pris 20 ans avant de vraiment trouver le nom. Puis ça, je l'ai dans d'autres livres avant, parce qu'on dit, ça, c'est mon premier récit, sauf que j'ai écrit 11 autres livres auparavant. OK? Sur l'anxiété, la dépression, des moyens de s'en sortir, puis surtout d'essayer de trouver c'était quoi le... Parce que moi, ça fait des années que je disais, il y a un déclencheur à l'anxiété. En bout de ligne, là, il y a quelque chose, il y a un élément. Je suis certaine, et tout le monde me disait, ben non, Louise, voyons donc, des déclencheurs d'anxiété, il y en a des centaines. Mais j'étais certaine qu'il y en avait un principal, et c'est ce que j'ai fait. Puis le livre, dans le fond, ça a été la recherche. Comment en venir à trouver, à l'identifier, puis surtout à le neutraliser, ce déclencheur-là qui fait tant de mal. Puis, bon, ce déclencheur-là, il a un nom, mais il est alimenté par certains éléments, dont, entre autres, le besoin de performance. OK, on vit dans une société qui demande énormément de performance à tout le monde. Alors, c'est un des éléments. Alors, ce qu'on va retrouver dans le livre, c'est justement, à certains moments, j'identifiais des éléments. Et puis, là, tout à coup, ça allait bien. Oups, je faisais un bout qui allait bien. Mais tout à coup, il n'y a plus rien qui fonctionnait. OK? Fait que là, il y a comme un petit découragement, mais je me disais, je veux pas tomber dans le découragement. Puis il y avait tout le temps des choses qui m'amenaient à reprendre pied puis remonter. Alors... Et vous avez découvert aussi beaucoup de trucs pour aider les enfants, parce que dans l'ouvrage, un peu plus vers la fin, vous travaillez beaucoup avec les tout-petits pour essayer de faire diminuer l'anxiété chez nos petits, pour éviter qu'à leur tour, eux aussi, tombent dans la dépression éventuellement. Là. Ben exactement. Mais ça a fait partie des découvertes, des croyances. Il y a 3 croyances que j'ai identifiées au fil des années qui font que... puis qui sont présentes chez tous les enfants. OK, c'est des fausses croyances, mais ils sont présentes à la naissance chez tous les enfants. Et normalement, ces croyances-là disparaissent, mais souvent, elles vont demeurer. Puis si on les conserve, on les a à l'âge adulte. Moi, je les avais gardées, ces croyances-là. Je n'avais gardé plusieurs. Et... alors ça a fait partie des découvertes. Quand je disais dans le livre, à un moment donné, dans celui-là, c'est toutes ces découvertes-là pas qu'on découvre, mais en tout cas qu'on rencontre. Est-ce qu'on peut en parler de ces 3 fausses croyances-là? Oui, bien sûr. La solitude égale le vide égale... Oui. Non, la solitude égale le vide égale la mort. Oui. La vie devrait être plaisir. Oui. Je devrais être tout-puissant. Non, je devrais être tout-puissant, être capable... De tout faire et tout réussir. C'est ça. OK. C'est que, quand on voit les petits-enfants de moins de 3 ans, OK, c'est sûr que pour un enfant, la solitude, là, ça égale le vide. Là, tu sais, je veux dire, c'est très épeurant. C'est comme... il a l'impression que s'il se retrouve tout seul, je veux dire, il n'est pas capable de dire « je vais mourir », là, parce qu'il est trop petit. Mais tu sais, je veux dire, pour lui, c'est quasi l'équivalent de la mort. Et à un moment donné, normalement, cette croyance-là, elle disparaît. L'enfant se rend compte que, bon, même s'il est seul, il meurt pas pour autant. Parce qu'il y a toujours des proches qui s'en occupent. La deuxième croyance, c'est la vie égale plaisir. Et ça, qu'on voit des petits-enfants de 3 ans et moins, là, pour eux autres, ils peuvent pas comprendre que la vie, c'est pas juste du plaisir. Ils veulent quelque chose, ils le veulent. OK? Mais à un moment donné, en vieillissant, tu t'aperçois que non, tu peux pas tout avoir les plaisirs parce que ce n'est pas que plaisir. Et la 3e croyance, ça, on le voit beaucoup chez les enfants. Puis moi, je l'ai appelé celle-là le bug du 21e siècle, là. C'est « je suis capable de tout faire et tout réussir ». Oui, un enfant de moins de 3 ans, je suis capable. Puis je suis capable seul. Hein? Mais, évidemment, on n'est pas capable de tout faire et de tout réussir. Le problème qu'on va rencontrer, cette croyance-là, OK, elle peut changer. Quand on arrive à... Si elle ne disparaît pas, elle va changer. On voit bien qu'on n'est pas capable de tout faire puis de tout réussir, mais on va se dire, je devrais être capable de tout faire et de tout réussir. Puis là, si on réussit pas tout, puis on n'est pas capable de tout faire, ben là, je veux dire, on se trouve moins bon. On se trouve... tu sais, là, je veux dire, on n'est plus sûr de notre valeur. Fait que... Mais après, quand j'ai identifié, justement, ces croyances-là,
ben, entre autres, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants, là, à cette période. Et ça vous a amené à écrire plusieurs livres par la suite? Oui, j'en ai écrit. Ce livre-là, c'est le 12e. C'est mon 12e. Sauf que c'est le premier récit. Les autres livres, c'est vraiment des livres de psychologie là, plus pratiques, là, qui donnent des trucs, qui expliquent les choses, puis qui nous donnent des trucs. Et comment ça a été d'écrire votre récit autobiographique, cette fois-ci de parler de vous, plutôt que donner des trucs aux gens pour les aider à aller mieux? Il y a des bouts, ça n'a vraiment pas été facile, parce que de toute façon, évidemment, je reparle de toute la période, là, en 90, où des efforts que ça l'a demandé pour en sortir. Puis, tu sais, quand on les vit, on les passe, puis tout ça, puis bon, ben regarde, tu sais, c'est fait. Mais de les réécrire, ça nous oblige comme à les revivre ou à en prendre conscience. Alors, je me souviens, il y a je travaillais toujours le matin sur l'écriture, et il y a plusieurs matins où je pleurais. J'écrivais, puis je tapais, puis je pleurais en repensant à tout ça. Puis même quand le livre a été publié, là, je l'ai eu en main, puis là, je l'ai relu, puis là, j'étais là, voyons, ça se peut-tu? Tu sais, je veux dire, vas-tu pleurer à chaque fois que... Mais vous deviez être fière de votre parcours. Oui, je suis très fière. Et ce que je dis justement à la fin du livre, ce que je dis, c'est... je me pose des fois des questions. Comment ça a arrêté si j'avais pas eu à vivre tout ça? Tu sais, ce que moi, j'ai découvert, les choses, les moyens pour aider plus facilement les gens à s'en sortir, si quelqu'un les avait découvert avant moi, ceux-là, puis me les avait donnés, bien, ça aurait été beaucoup plus facile dans le fond, de passer à travers ça. Puis je me demandais ça, puis j'ai dit, comment ça aurait été si j'avais eu cette aide-là, moi, puis j'avais pas eu à traverser tout ça? Puis dans le fond, je me dis, peut-être ça aurait été beaucoup mieux, ça aurait été bien, mais je serais pas fière comme je le suis aujourd'hui d'avoir réussi non seulement à le traverser, mais à en faire quelque chose de positif et à donner aussi de l'espoir. Parce que c'est une histoire de vie qui fait que on s'en sort, en tout cas, puis on trouve un intérêt à ce qu'on a vécu, mais on trouve un intérêt à aider les autres, puis c'est ce que j'ai fait, là, c'est clair. Puis moi, des fois, j'ai ri. Je me souviens pas, par exemple, si c'est dans ce livre-là ou dans un précédent, où je disais, quand j'étais jeune, j'avais 2 rêves. Tu sais, quand je vais être grande, là, tu sais, on fait tous des rêves quand on va être grande. Puis j'avais 2 rêves. Mes 2 rêves, c'était d'être missionnaire en Afrique. Puis l'autre rêve, c'était d'écrire des livres comme la comtesse de Ségur. Il doit y en avoir parmi vous quelques-uns qui la connaissent, la chère comtesse, qui donnait des leçons de bienséance et de bien n'importe quoi. Puis quand j'ai sorti le premier livre, c'est en 96 que j'ai sorti le premier des 12 livres, puis là, ça a comme fait un sentiment d'accomplissement. Parce que ce livre-là, dans le fond, je l'avais écrit pour essayer d'aider des gens. Donc, mais il n'était plus question d'aller en Afrique, là, parce qu'avec un cœur magané, là, ça voyage assez mal pour aller faire du missionnariat en Afrique. Mais je disais, bon, ben regarde ça, là, essayer d'aider les gens, ben je vais le faire. Au lieu de les aider à manger, ben je vais essayer de les aider à mieux vivre avec l'anxiété ou à s'en débarrasser. Merci beaucoup à toi. Merci à vous d'avoir été là.